Imaginez que vous êtes un sénateur romain marchant dans la Subure, le quartier de plaisir et d'excès le plus infâme de Rome. L'air est imprégné d'odeurs douces et pénétrantes, un mélange de parfums bon marché, de vins renversés et de sueur. Les rires rauques et les conversations lourdes se mêlent à la musique stridente sortant des tavernes. Parmi les ombres d'un lupanar ordinaire, vos yeux se posent sur une figure qui vous semble familière. Sous le maquillage grossier et les vêtements vulgaires, vous reconnaissez des traits délicats qui ne devraient jamais se trouver dans un tel endroit. Votre cœur fait un bond. Cette femme n'est pas une courtisane ordinaire, c'est Valeria Messaline, l'impératrice de Rome, épouse de l'empereur Claude, se livrant volontairement aux désirs des citoyens les plus humbles de la ville. Ce n'est pas une femme désespérée poussée à la prostitution par la nécessité. C'est la femme la plus puissante de l'Empire, qui abandonne le marbre et l'or du palais pour se mêler à la fange des rues, recherchant le vertige des rencontres anonymes. Elle ne le fait pas pour l'argent, mais par une pulsion qui la pousse à rivaliser avec les prostituées les plus ordinaires, décidée à prouver qu'elle pouvait résister et surpasser n'importe qui en endurance sexuelle. Si vous pensez connaître la décadence romaine, ce que vous êtes sur le point de découvrir fera passer les histoires de Caligula pour de simples caprices innocents. Car Messaline, la troisième impératrice de Rome, n'a pas seulement abusé de son pouvoir, elle a transformé sa sexualité en une arme capable de terroriser tout un empire et finalement, de sceller son propre destin tragique. Voici l'histoire de la façon dont, sous l'apparence de la femme parfaite, l'une des chutes les plus scandaleuses de l'histoire impériale a vu le jour. En l'an 38 après JC, Rome célébra ce qui semblait être le mariage impérial idéal. Valeria Messaline, à peine une adolescente de 15 ans, unit son destin à celui de l'empereur Claude lors d'une cérémonie qui condensait tout ce que les Romains vénéraient, noblesse de sang, fertilité et la continuité d'une dynastie considérée comme bénie des dieux. La jeune femme était l'épitome de la beauté classique. Peau claire comme du marbre fraîchement poli, cheveux dorés qui brillaient sous la lumière des torches et des traits délicats qui proclamaient son lignage patricien. Elle provenait de l'une des familles les plus anciennes et respectées, ce qui en faisait un élément clé pour garantir des héritiers légitimes au trône. Claude, de 13 ans son aîné, portait un handicap physique qui serait aujourd'hui identifié comme une paralysie cérébrale. C'est peut-être pour cela, et en raison de ses années d'insécurité, qu'il la considéra comme un trésor inatteignable que le destin avait mis entre ses mains. Messaline remplit impeccablement les premières obligations de sa charge. Elle donna naissance à 2 enfants et se montra lors des cérémonies officielles avec la dignité et la prestance attendues d'une impératrice. La société romaine était régie par un code moral inflexible qui classait les femmes en échelons rigides. Au sommet se trouvaient les épouses et mères vertueuses, gardiennes de l'honneur familial. Au plus bas échelon, les prostituées et artistes de spectacle, tolérées mais méprisées. L'impératrice devait incarner la vertu féminine avec une telle perfection que même une simple rumeur de conduite inappropriée pouvait agiter les eaux de la politique et menacer la stabilité de l'État. La distance entre les attentes publiques et la réalité secrète de Messaline n'était pas seulement un contraste scandaleux, mais une bombe à retardement pour l'équilibre du pouvoir impérial. Derrière les murs de marbre du palais sur le Palatin, la jeune impératrice commença à mener une double vie. Au début, ses gestes semblaient de petites facéties. Elle renvoyait ses gardes à des heures inhabituelles, prétextant la fatigue. Et peu après, elle sortait de ses appartements vêtue de tuniques simples et de voiles sombres qui dissimulaient son identité. Ce qui pour certains serviteurs pouvait sembler un désir innocent d'échapper au protocole étouffant, était pour elle le début d'une série d'incursions calculées dans les recoins les plus sombres de Rome. Messaline commença par observer de loin les prostituées des rues. Elle étudiait leurs techniques pour attirer les clients, mémorisait leur territoire et apprenait même le rythme de leur nuit. Il ne s'agissait pas d'une curiosité passagère, mais d'une recherche méthodique, comme si elle préparait une campagne militaire. Le point de non-retour arriva lors des célébrations des Saturnales de l'an 40 après JC, lorsque les normes sociales se relâchaient et les rôles s'inversaient. Tandis que Claude assistait aux cérémonies religieuses, Messaline se déguisa en simple citoyenne et s'aventura dans la Subure. Là,
Elle contacta un proxénète et lui offrit ses services pour une nuit, sans révéler son identité. Lui, pensant qu'il s'agissait d'une aristocrate en quête d'émotion, accepta. Ce qui suivit dépassa toutes les attentes. Cette nouvelle travailleuse s'occupa de plus de clients que les professionnels les plus aguerris, montrant un appétit que même les vétéranes jugèrent excessif. Quand la nuit se termina et que les autres se retiraient épuisés, Messaline exigea plus d'hommes, plus de défis, plus de preuves de sa résistance. Finalement, le propriétaire du lupanar dut la chasser. Mais pour l'impératrice, cette nuit avait été une révélation. Elle avait trouvé un terrain où l'humiliation se transformait en triomphe personnel. Ce qui commença comme un jeu interdit se transforma bientôt en une machinerie organisée. Messaline créa un réseau de serviteurs de confiance absolue qui l'aidaient à s'échapper du palais sans laisser de traces, lui préparait des déguisements capables d'effacer tout indice de son rang et la guidait vers des lieux où l'anonymat était garanti. Mais son ambition ne se contentait plus de se mêler aux prostituées ordinaires. Elle voulait prouver, devant témoins, qu'aucune femme à Rome ne pouvait l'égaler. Elle commença à défier les courtisanes les plus célèbres de la ville à des compétitions de résistance sexuelle, pariant d'énormes sommes sur sa capacité à servir plus de clients en une seule nuit que n'importe quel professionnel. Ces duels n'étaient mot et pas secrets, au contraire. Ils attiraient nobles, commerçants et curieux qui venaient assister, avec un mélange de morbidité et de stupeur, à la dégradation volontaire de l'épouse de l'empereur. L'épisode le plus célèbre eut lieu en l'an 41 apr. J.C., lorsque Messaline défia Sylla, la prostituée la plus admirée de Rome. Les règles étaient en clair. Celle qui recevrait le plus de clients entre le coucher et le lever du soleil gagnerait une fortune en or. Sylla, forte de son expérience, commença calmement, gérant ses forces et maintenant un rythme constant. Au lever du jour, épuisée mais satisfaite, elle déclara avoir servi 25 hommes. La foule supposa que la victoire était sienne, mais Messaline commençait à peine à s'échauffer. Même après le retrait de Sylla, l'impératrice continua de recevoir des clients, dépassant la trentaine avant que, simplement, il n'y ait plus de volontaires. Il n'y eut ni applaudissements ni célébrations. Un silence inquiétant régna parmi les présents, qui comprirent qu'ils n'assistaient pas à une simple excentricité, mais à une compulsion débordante. Pour Messaline, plus l'abîme entre son image publique de dignité et sa dégradation privée était grand, plus le plaisir était intense. Et ce n'était que le début d'une descente bien plus sombre. En l'an 42, après Seroa J.A.O.C., Messaline laissa derrière elle tout semblant de discrétion pour franchir un pas qui transformerait sa dépravation en une menace directe pour le cœur de l'Empire. Elle fonda ce que les historiens décriraient comme l'entreprise criminelle la plus audacieuse de la Rome impériale. Un lupanar de luxe camouflé en club privé pour l'élite, situé dans une villa somptueuse près du Champ de Mars. Derrière cette façade de réunion sociale, se développait un réseau soigneusement conçu pour piéger les hommes les plus influents de la ville. Utilisant son autorité d'impératrice, elle obligeait des femmes de famille nobles à participer, sous la menace de ruiner politiquement leur père, mari ou frère. Ce qui, pour les participants, semblait être une invitation sélective était en réalité un piège. Messaline n'acceptait pas de clients au hasard. Elle choisissait des sénateurs, des généraux et des commerçants dont les informations personnelles ou professionnelles pouvaient s'avérer utiles. Chaque rencontre était secrètement supervisée par des serviteurs de confiance qui notèrent les conversations, enregistrèrent les faiblesses et collectaient des données qui deviendraient ensuite des armes de chantage. Son astuce était effrayante. Elle identifiait ses cibles lors d'actes officiels, les invitait dans sa villa et là, peu à peu, les menait sur un terrain où le désir et la peur s'entremêlaient. Ce n'est qu'après les actes compromettants que la véritable identité de la femme avec laquelle ils avaient été, ou le lien de parenté de celle-ci avec des alliés politiques, était révélé. Le résultat était dévastateur. Les personnes impliquées étaient reprises au piège dans un réseau de honte qui assurait leur silence et leur obéissance. La corruption qu'elle provoqua mina les fondements même de la société romaine. Les alliances se brisaient, les familles aristocratiques se trahissaient et les décisions du Sénat commençaient à répondre non pas à l'intérêt de l'État, mais aux caprices de l'impératrice. Même des ambassadeurs étrangers remarquèrent des décisions inexplicables, nominations militaires accordées à des incompétents,
traités commerciaux qui bénéficiaient à des individus sans lien apparent avec l'Empire. Tout cela dirigé par la main invisible d'une femme qui avait converti l'intimité en un instrument de domination politique. En l'an 44 après Magé, l'appétit de Messaline pour le contrôle et la transgression avait dépassé toutes les limites que les opérations secrètes pouvaient lui offrir. Elle décida qu'il ne lui suffisait plus d'agir dans l'ombre. Désormais, ses excès devaient être publics, visibles et surtout inévitables. Sous prétexte de rendre culte à diverses divinités, elle commença à organiser de fastueuses cérémonies religieuses auxquelles l'élite romaine était obligée d'assister. Sénateurs, leurs épouses, officiers de haut rang et familles influentes. Au début, tout conservait la solennité habituelle, processions, offrandes et rituels traditionnels. Cependant, à mesure que la nuit avançait, Messaline introduisait des éléments ancestrales prétendument oubliés, qui étaient en réalité des pratiques conçues pour éroder la dignité des présents. Ce qui commençait comme un acte de piété se terminait en un festin d'humiliation sexuelle soigneusement orchestré. Lorsque les invités comprenaient la nature réelle de l'événement, ils étaient déjà trop compromis pour se retirer sans s'exposer. Sa manipulation psychologique atteignit son apogée lors de ces célébrations. Messaline savait que si elle parvenait à ce que nobles et politiciens se dégradent ensemble en public, elle créerait entre eux un lien de honte partagé qui les maintiendrait sous son contrôle. Personne ne pouvait l'accuser sans s'auto-incriminer. Et sa cruauté ne s'arrêtait pas là. Elle commença à inclure dans ses réunions les fils et filles adolescents des familles les plus puissantes, arguant que leur participation était nécessaire pour l'authenticité du rite. Ces jeunes, éduqués pour obéir à l'autorité impériale sans la remettre en question, devinrent des victimes involontaires d'un système qui piégeait aussi leurs parents. Toute tentative de les protéger impliquait d'avouer sa propre complicité. Ainsi, l'impératrice s'assurait que toute la classe dirigeante restait piégée dans son réseau de silence. Les observateurs étrangers commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Des sénateurs autrefois fermes se montrèrent soumis et distraits, et des généraux expérimentés semblaient agir avec crainte. L'Empire était gouverné par un Sénat psychologiquement brisé, non par la force des légions, mais par le pouvoir invisible de la honte. En l'an 48 après ce jet cessé, tandis que l'empereur Claude se trouvait à Ostie, supervisant l'approvisionnement en céréales, Messaline franchit le pas le plus téméraire et destructeur de sa vie. Elle organisa un mariage public et légal avec Caius Silius, un jeune sénateur de grande beauté qu'elle séduisait depuis des mois. Il ne s'agissait pas d'un rite symbolique ni d'une aventure privée. Ce fut un mariage romain légitime avec des cérémonies religieuses, des témoins officiels et des contrats signés, célébrés alors qu'elle détenait toujours le titre d'impératrice et était légalement l'épouse de Claude. L'impact politique et légal fut immédiat et dévastateur. Selon la loi, son union avec Silius était valide, mais son lien avec Claude l'était aussi. Le mariage se transforma en une orgie de plusieurs jours, qui réunit une bonne partie de l'aristocratie qui n'avait pas encore succombé à son influence. À ce moment-là, même ses alliés les plus engagés comprirent qu'elle avait franchi le seuil de la simple corruption pour entrer dans la rébellion ouverte contre l'autorité impériale. Messaline commença à se référer à Silius comme empereur et à elle-même comme son impératrice, convaincue qu'elle pourrait remplacer Claude par pure volonté et par l'obéissance de ceux qu'elle avait piégés avec ses chantages. Elle commença même à dicter des ordres au nom de Silius et à préparer un couronnement officiel. Silius, d'abord flatté, comprit rapidement qu'il était pris au piège dans un cauchemar d'ambition et d'obsession et commença à chercher une issue, bien qu'il fût déjà trop tard. L'alerte parvint finalement à Claude grâce à des affranchis loyaux qui risquèrent leur vie pour lui dire la vérité. Au début, l'empereur ne put y croire. Même pour Messaline, la bigamie en plein exercice de sa fonction semblait impossible. Cependant, les preuves étaient irréfutables, témoignages, documents et l'évidence publique du scandale. Il comprit alors qu'il n'était pas seulement confronté à une trahison personnelle, mais à une menace de guerre civile. La réponse fut rapide et percutante. Claude retourna à Rome avec des troupes fidèles et surprit Messaline dans les jardins où elle célébrait son mariage. Les chroniques décrivent ces derniers instants comme un mélange de défi et de terreur,
consciente que son réseau de pouvoir et de honte avait trouvé enfin un rival plus fort, l'instinct de survie de l'Empire. Son exécution fut immédiate et sa mémoire effacée. Sur ordre de Claude, son nom disparut des monuments, ses images furent détruites et son existence condamnée à l'oubli à travers la damnatio memoria, qui rendait trahison même de la mentionner. Ainsi, se termina la vie de la femme qui avait fait du sexe un instrument de domination politique et qui faillit remplacer la compétence au gouvernement par le scandale et l'humiliation. Sa chute marqua la fin d'une ère où le pouvoir impérial avait été dangereusement près de se perdre dans les abîmes de la dépravation.